Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier M. Dietsch pour son invitation et remercier infiniment toute l'équipe de Brot für alle qui m'ont accueilli très chaleureusement. Merci beaucoup encore une fois. J'ai promis aux organisateurs de ne pas dépasser 30 minutes, donc je vais essayer de faire tout ce que je peux pour ne pas dépasser 25 minutes. Le titre de ma communication, c'était « La fin, inspiration du printemps arabe ». Vous allez me dire quel printemps arabe, mais on verra par la suite. Dans tous ces écrits, Amartya Sen, quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup, Amartya Sen n'a cessé de montrer que la faim n'est pas liée à un déficit de production alimentaire, mais à un ensemble de facteurs, dont les deux principaux sont l'absence de revenus et le déficit démocratique. Il souligne aussi que si un peuple souffrant de malnutrition, ou plutôt de sous-alimentation, se révolte, c'est parce que ceux qui le gouvernent ne se sont pas attaqués, quand il le faut, à temps, à un mal dont les causes sont pourtant évidentes. C'est dans le cadre de cette approche que je voudrais inscrire ma réflexion. Mais je voudrais quand même ajouter deux remarques pour justifier le recours dans la formulation du titre de ma communication au vocable « inspiration » plutôt qu'à celui de « cause ». La première de ces remarques est que le printemps arabe fut perçu, tout au moins à ses débuts, comme un mouvement spontané, inattendu, et même très sympathique, et même très séduisant. Et la deuxième est que même si l'on abordait le printemps arabe comme s'il était le produit d'un processus causal, en l'occurrence celui de la faim, il aurait été difficile de le réduire à une seule cause. Donc, et surtout, là je cite encore Amartya Sen, quand il dit, je cite, « La faim sous forme de sous-alimentation chronique se révèle, hélas, rarement explosive sur le plan politique. Donc, il faudra dès maintenant savoir qu'une explosion politique est un fait très complexe. Mais en bon cartésien, pour comprendre la complexité, il faut poser des questions simples. Et donc, je vais poser des questions simples et je commence par la première, dans le cadre d'une première partie où j'essaie de me réfléchir sur les éléments déclencheurs de la révolte. La première question, elle est évidente. Peut-on dire que c'est la faim qui était en 2011 à l'origine ou la cause de la révolte du peuple tunisien? La réponse est non. En fait, la Tunisie a connu beaucoup de périodes de famine, mais c'était plutôt au XIXe siècle. Mais au XVIIIe siècle, et même exactement en 1864, XIXe siècle, donc il y a eu effectivement une révolte très connue suite justement à une famine. Mais donc si on revient à quelques années, en arrière, on trouve que c'est en 2009, par exemple, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un rapport sur l'éradication de la faim dans le monde arabe. Dans ce rapport, la Tunisie est présentée comme un pays où, je cite, « la faim ou la sous-alimentation ne constitue pas un problème significatif ». Ce qui ne veut pas dire que la Tunisie n'est pas confrontée au problème de la pauvreté et même de l'extrême pauvreté. D'où la deuxième question. La pauvreté a-t-elle joué un rôle dans le déclenchement de la révolte? Selon une étude faite par l'Institut national de la statistique fin 2011, le taux de pauvreté est passé de 32% en 2000 à 15%
en 2010. Donc il y a eu quand même une diminution de moitié. Avant la Révolution, les médias publics, mais c'est ça qui est plus important, ce qui vient maintenant. Avant la Révolution, les médias publics, tous inféodés au parti État, présentaient cette diminution de la pauvreté comme la preuve irréfutable de la réussite de la politique sociale menée en faveur des plus démunis, tout en passant sous silence le fait que certaines régions, celles qui se sont soulevées en décembre 2010 et 2011, n'en avaient récolté aucun bénéfice. Loin d'être fortuite, cette omission prouve en vérité que ces médias savaient parfaitement que la politique de lutte contre la pauvreté s'est faite sur la base d'une insoutenable, d'une insupportable discrimination régionale. Ce qu'il faut en effet noter, c'est la grande disparité en termes de taux de pauvreté entre le centre-ouest et le centre-est du pays, entre donc la Tunisie de l'ouest, du sud au nord, et la Tunisie du littoral du sud au nord. Si je vais prendre plutôt le centre de la Tunisie, parce que Sidi Bouzid, le gouvernorat où le jeune Bouazizi s'est immolé par le feu, habite. Donc, entre le centre-ouest et le centre-est du pays, alors qu'on enregistre au centre-ouest un taux de pauvreté de 32%, et un taux d'extrême pauvreté de 14%, les taux de pauvreté et d'extrême pauvreté au centre-est, donc à 150 km seulement, le taux de pauvreté et d'extrême pauvreté au centre-est sont respectivement de 8%, donc 8% au lieu de 32%, et de 1,6% au lieu de 14%. Donc l'écart est quand même assez grand et assez révoltant. Si je prends à titre d'exemple le cas de Sidi Bouzid, un gouvernorat dont 75% des habitants vivent dans des zones rurales et où la majorité de la population active dépend du secteur agricole, nous remarquons qu'au cours des décennies écoulées, ce gouvernorat occupe la dernière place en termes d'investissement public et qu'il n'a bénéficié que de presque 2% des investissements privés contre 70% au profit des régions du littoral. Cette précarité a rendu, évidemment, la population de ces régions très vulnérables à toute augmentation des prix des produits alimentaires et des denrées alimentaires de base. Toute la région du centre-ouest souffre enfin d'un autre fléau résultant de la pauvreté, c'est le chômage. Donc, le chômage a-t-il été et est-il encore un élément déclencheur de révolte et de colère? Certainement, comme la pauvreté. Il convient ici de faire un bref détour historique pour saisir à quel moment exactement le chômage a acquis un sens important pour les Tunisiens et par quel mécanisme il est devenu un facteur décisif de discrimination. Avant l'indépendance, la population active était formée de travailleurs agricoles exerçant dans les entreprises coloniales. Ces travailleurs étaient complètement soumis à la volonté des colons qui les payaient à la tâche sans leur garantir évidemment un emploi stable. Après l'indépendance, donc en 1956, une partie de cette catégorie de travailleurs a été intégrée dans les entreprises publiques et privées, ce qui a permis à ces derniers de bénéficier du statut de salarié. Le nouvel État a dû effectivement embaucher un nombre significatif, et même très significatif, de citoyens pour doter le pays d'un appareil
de production et d'un appareil administratif. C'est ainsi qu'avec la garantie d'un emploi stable, le chômage fut perçu comme une carence grave de l'État. Depuis, et notamment dans les années précédant la Révolution, le chômage a été considéré comme le résultat d'une politique visant la discrimination de certaines catégories sociales ou des régions tout entières. Ce lien entre chômage et discrimination, ou bien ce lien en fait entre pauvreté, chômage et discrimination a été et demeure le prisme à travers lequel les Tunisiens déterminent leur rapport à l'État. Plus le chômage augmente, moins ils se considèrent comme citoyens. C'est ce sentiment d'exclusion, qui n'est pas un sentiment rêvé, mais réel, qui est très important. Et je voudrais donc faire quelques commentaires là-dessus. Dès 1967, parce que ce que j'ai pu comprendre quand j'ai préparé cette communication, c'est que c'est vraiment quand on revient à l'histoire même du 19e, etc., on voit que tout ce qui se passe, en fait, s'inscrit dans la durée. Et c'est ça qui, quand même, est grave et un peu révoltant. Dès 1967, la lutte contre le chômage, frappant notamment les zones rurales du sud, du centre et du nord-ouest, a été axée sur, premièrement, l'organisation de l'émigration des chômeurs vers la Libye et les pays du Golfe. Et la deuxième, c'est la création de l'emploi grâce à une législation incitant les investisseurs étrangers à installer des entreprises destinées totalement à l'exportation. Donc, depuis des années déjà, comment réduire le chômage? Pratiquement, je ne dis pas exilé, mais quand même, c'est l'immigration. C'est la migration vers ailleurs. Et puis, concernant la politique donc, économique et sociale, elle a été basée sur ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, en fait, on demande à des investisseurs étrangers, surtout évidemment européens, ils viennent pour en fait profiter, entre guillemets, de la main-d'œuvre à bas prix. Et tout va à l'exportation. En plus de son incapacité à résorber le chômage, cette politique a eu un impact négatif sur le plan social et politique parce qu'elle a fait naître chez les concernés le sentiment que leur sort dépendait des pays d'accueil, et non pas de leur pays, et des entrepreneurs étrangers. Entre 1990 et 2009, près de 60 000 habitants du gouvernorat de Sidi Bouzid furent en effet contraints à migrer soit vers les grandes villes du centre-est de la Tunisie, soit vers des villes européennes. Je tiens là aussi à remarquer que ce qui rend ces déplacements forcés encore plus insupportables, c'est le fait qu'ils ne touchent que les habitants des régions de l'Ouest, car les habitants des régions du littoral vivent dans de meilleures conditions et profitent du modèle de développement appliqué à l'échelle nationale. Si donc la disparité entre le centre-ouest et le centre-est et la Tunisie de l'ouest en général et de la Tunisie de l'est qui aggrave la frustration et la transforme en colère. À cela s'est ajouté ces dernières années le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc là, c'est un peu le cocktail explosif et les éléments déclencheurs de la révolte. Je vais maintenant passer au volet révolte. Comment s'est effectué le passage de cette situation explosive et complexe à la révolte, thawra comme on dit en arabe, au soulèvement, intifada, ou à la désobéissance civile? Tous ces vocables désignent des mouvements collectifs pourvus d'une forte charge émotionnelle, laquelle génère une violence par réaction à une violence subie. Par conséquent, toute révolte est l'expression d'une violence, même si elle se présente sous une forme pacifique. On a parlé
de révolte, la révolution du Yasmine ou du Yasmine. Moi, je n'ai pas tellement apprécié, mais enfin, c'est une question de goût et ça ne se discute pas. Pour étayer cette affirmation, il suffit d'établir une comparaison rapide entre la révolte du pain, parce qu'on a eu une révolte qu'on a appelée la révolte du pain en 1984, et je la prends ici pour faire une comparaison avec la révolte de 2011. Il suffit d'établir donc une comparaison rapide entre la révolte du pain de 1984 et celle de 2011. Premièrement, ces deux révoltes n'ont pas été déclenchées dans des conditions identiques. En 1984, ce fut l'annonce du doublement du prix du pain qui a enflammé les émeutiers, alors que c'est l'immolation par le feu du jeune vendeur ambulant de légumes qui a entraîné la colère de la population. L'important pour notre propos est que les deux éléments déclencheurs ont tellement ému et choqué, traumatisé les citoyens, les en dessous de zéro, selon l'expression locale, que cette émotion a pris la forme d'un soulèvement populaire. Deuxièmement, ces mouvements se déroulent toujours dans les mêmes régions, celles qui sont victimes de discrimination. Troisièmement, les deux révoltes se sont déroulées selon le même scénario et se sont soldées par un nombre important de martyrs. Toutefois, la révolte de 2011 se distingue par sa radicalisation qui se manifeste dans le recours répété au suicide et l'éradication de l'auteur de la violence subie, à savoir l'ancien président de la République tunisienne. Contrairement à la révolte du pain, celle de 2011 est marquée par 5 suicides durant les événements, donc 3 ou 4 semaines, 285 suicides et 291 immolations pour toute l'année 2011. Sur le plan de la violence symbolique, il existe une différence, à mon sens, énorme entre combattre l'injustice au risque d'être tué par les autres, à savoir les forces de la police, par exemple, comme l'ont fait les émeutiers du pain, et choisir de se donner la mort, comme ça a été le cas en 2011. En 1984, il a suffi que l'annulation de la hausse du prix du pain soit annoncée pour que la population renoue avec l'espérance, oublie, entre guillemets, les 120 morts et fraternise même avec les forces de l'ordre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, à mon sens là aussi, cet oubli des morts, entre guillemets, n'est pas trahison, mais décision délibérée de choisir la vie. Par contre, l'internalisation de la violence par les suicidés procède, à mes yeux, d'une toute autre logique. D'un côté, en se donnant la mort, les émeutiers de 2011 prouvent le temps qui les sépare de la mort, dans quelques secondes en fait, qu'ils sont libres, mais demeurent coupables d'avoir commis un meurtre. D'un autre côté, par les actes répétés, ils réussissent à raviver la flamme de la contestation et font naître ainsi un immense sentiment de responsabilité chez les autres émeutiers et le peuple entier, en fait. Ces derniers ne pourront plus désormais éviter de se demander si, par leur silence sous la dictature, ils n'auraient pas été complices d'abus commis par leurs gouvernants. Une telle prise de conscience ne peut que les pousser à se racheter en poursuivant la lutte jusqu'à la chute du régime, et c'est ce qu'ils ont fait. Avec le départ de Ben Ali, le temps de la révolte se termine et celui de la révolution commence. C'est le premier moment qui m'intéresse parce qu'il demeure habité par le souci de la justice. Et je pense à quelqu'un comme Albert Camus qui a écrit des choses formidables sur la question, la distinction entre révolte et révolution. Pour saisir le rapport entre la misère dont souffraient les habitants
des régions rurales de l'Ouest tunisien et leur révolte contre la dictature, il convient de ne pas inclure dans notre analyse le moment dit révolutionnaire, celui de l'instauration du nouveau pouvoir, parce qu'il est régi par la logique de la manipulation et la conquête du pouvoir. Et cette logique est toujours la même, que ce soit pour un pouvoir démocratique ou pour un pouvoir qui se dit islamique. Je ne peux, et je n'ai encore que 2 ou 3 minutes, je ne peux terminer mon propos sans parler de la dimension internationale de toute révolte populaire qui se déroule, qui se produit à l'échelle locale. Dans toutes les crises sociales qui ont émaillé l'histoire de la Tunisie, les Occidentaux, eux aussi, portent une part de responsabilité. Pour vous montrer qu'il ne s'agit ici nullement d'une affirmation gratuite, je me contenterai d'un bref commentaire concernant quelques révoltes qui se sont déroulées en Tunisie. Si nous comparons la révolte de 1864, la révolte du pain de 1984, la révolte du bassin minier de 2008, celle qui est arrivée juste après la crise de 2007, et la révolte de 2011, nous constaterons qu'elles obéissent toutes à la même logique économique et qu'elles se déroulent toutes selon les mêmes étapes. Première étape, crise sociale et gouvernants locaux corrompus. Deuxième étape, soutien financier étranger, conditionné à une série de mesures impopulaires. Ces mesures sont appliquées dans une troisième étape, d'où révolte, et puis la révolte, après la révolte. C'est la répression et le cycle recommence. Tout cela est en vérité connu par ceux qui sont condamnés, génération après génération, à combattre l'injustice, comme ceux qui exercent le pouvoir. Si, en dépit de tout cela, la question sociale est toujours oubliée, sauf durant les campagnes électorales, c'est parce que la conquête du pouvoir et sa conservation demeurent la priorité absolue de la société politique. Aussi faut-il espérer que des questions comme celle de la faim, la pauvreté et l'injustice sociale pourront être continuellement débattues dans l'espace public, lequel demeure le lieu de la formation de l'opinion publique. Et je vous remercie de l'écoute.